Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Inside News RDC. Ce soir, un chauffeur qui roule entre Nyanya et Kisangani transporte peut-être, sans le savoir, plus que des marchandises. Depuis ce matin, la maladie à virus Ebola n'est plus une affaire d'Ituri et de Nord Kivu. Elle a pris la route, elle a franchi des frontières provinciales et le ministre de la Santé lui-même vient de le reconnaître pour la Tshopo et le Haut-Uele. Je salue chacun de vous, à Kinshasa comme à Lubumbashi, et nos concitoyens qui nous suivent ce soir depuis Lucerne, Pékin, avec une pensée particulière pour notre compatriote Norbert Kadankaya, qui nous suit depuis Cape Town, fidèle à ce rendez-vous. Vous qui vivez loin des collines de Djobu et des berges du fleuve, vous n'êtes pas des spectateurs de cette histoire, vous en êtes le prolongement. Et ce journal vous appartient autant qu'à celui qui l'écoute à Bunia. Une même question traverse toute l'édition. Quand un danger avance, à quelle vitesse l'État le suit? Le virus voyage de province en province. Une résolution des Nations Unies dort depuis 1 an et 5 mois. Une réforme s'annonce pendant que l'Est saigne. Nous ouvrons donc sur l'épidémie qui gagne du terrain et sur les 50 millions de dollars dont un député réclame des comptes. Nous verrons ensuite un combat qui se lève pour verrouiller notre Constitution. Une alerte de puce des Nations Unies sur le Sud Kivu et la voix de la République démocratique du Congo qui préside, ce mois-ci, le Conseil de sécurité. Alors commençons par là où le compte à rebours a déjà repris. Adriana, il y a quelques semaines encore, on parlait de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce soir, la carte de l'épidémie a changé de forme. Le ministre a nommé de nouvelles provinces. Une ville de plus d'1 million d'habitants est concernée. Et à l'Assemblée nationale, un élu demande où sont passés les 50 millions promis. Tu as suivi cette double actualité, celle du terrain et celle de l'hémicycle. Explique-nous ce qui s'est réellement joué aujourd'hui. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le jeudi 9 juillet à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. C'est de là que le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, a prononcé la phrase qui change la géographie de cette épidémie. Il a annoncé officiellement l'intégration de la Tshopo et du Haut-Uele parmi les provinces touchées par la maladie à virus Ebola. À Wamba, dans le Haut-Uele, 2 cas ont été déclarés positifs. Dans la Tshopo, 2 cas positifs également, au 54e jour de la riposte. Le fil qui relie tout cela porte un nom, Nyanya, cette localité de l'Ituri d'où des malades sont partis. Pour comprendre pourquoi cette annonce compte, il faut regarder ce que le ministre a dit du mouvement. Dans ces mots, l'Ituri et le Nord Kivu restent en phase aiguë, en croissance. Et c'est cette mobilité des personnes qui fait entrer la Tshopo et Wamba dans le tableau. Ce n'est pas le virus qui a marché tout seul. Ce sont des femmes et des hommes qui se déplacent sur des axes que le pays connaît par cœur. Ces routes de l'Est où l'on circule depuis toujours, parce qu'il faut bien vivre, commercer, fuir parfois. Aucune épidémie congolaise ne s'est jamais laissée enfermer dans les frontières administratives qu'on lui a signées. Et celle-ci ne fait pas exception. Venons-en aux chiffres, avec la prudence qu'ils exigent. Le ministre Roger Kamba a fait état ce jeudi de 600 morts et 750 guéris sur 1759 cas. C'est un palier neuf. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé communiquait un bilan de 1561 cas et 506 décès. La barre des 600 morts est donc désormais annoncée par les autorités congolaises elles-mêmes. Kamba maintient sa lecture, constante depuis des semaines. Cette hausse traduit aussi une meilleure détection, pas seulement une aggravation pure. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Mais quand la létalité tourne autour d'1 décès sur 3, la gravité, elle, ne se discute pas. Le ministre a ajouté un signe dans l'autre sens. Le Nord Kivu a franchi 42 jours sans nouveau cas. Et il envisage d'annoncer prochainement le retrait du Sud Kivu de la riposte. Une province qui souffle pendant que 2 autres entrent en scène. C'est ici que le fleuve entre dans l'histoire. Ce jeudi matin, l'Institut national de santé publique a confirmé 2 cas positifs à Kisangani,
la grande ville de la Chopo. L'un d'eux est lié à la zone de santé de Nyanya. Le gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia, avait pris les devants. Dans un arrêté signé le 3 juillet, il a interdit l'entrée dans sa province des corps sans vie en provenance des milieux déjà touchés, quelle que soit la cause du décès. 3 dépouilles porteuses du virus ont pourtant été retrouvées. Une dans une morgue, 2 autres à l'entrée de la ville. Une quinzaine de personnes sont aujourd'hui en quarantaine pour avoir été en contact avec ces corps. Les postes de contrôle ont été multipliés par 4, à Avakubi, à Bafouazende, au point kilométrique 23 et 13. On prend la température, on désinfecte les mains avant d'entrer à Kisangani. La ville se barricade et cette image en dit long sur la peur qui remonte au fleuve. Pendant que la carte s'étend, l'hémicycle s'agite. Le député national Ndéadala Jean Trésor, élu de Boutaville dans le Bawele, a déposé une motion d'information invitant le gouvernement à s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Il alerte sur l'insuffisance des capacités d'accueil dans les centres de traitement, sur le manque d'ambulances, sur le déficit de moyens pour les équipes d'enterrement dignes et sécurisées. Et il pose la question que beaucoup se posent tout bas. Où sont passés les 50 millions de dollars annoncés par le gouvernement pour la riposte? Et qu'ont apporté les partenaires techniques et financiers? Il demande la comparution du ministre. Sur le principe, sa démarche relève de la mission constitutionnelle de contrôle de l'Assemblée, et personne ne peut le lui reprocher. Reste que cette motion arrive au moment précis où le ministre est sur le terrain, à Bunia, et non dans l'hémicycle. Le rendez-vous entre la question de l'élu et la réponse de l'exécutif n'a pas encore eu lieu. Or, ce que le député décrit rejoint ce que dit la société civile. À Lopa, dans le territoire de Djougou, son président Lotsima Latchoufedi affirme que plus de 180 personnes seraient mortes en un mois d'une maladie ressemblant à Ebola, pointant le non-paiement des primes, l'insuffisance des moyens et les retards dans les enterrements. Ni la division provinciale de la santé, ni l'Institut national de santé publique n'avaient réagi à ces affirmations au moment où elles ont été rapportées. Ce chiffre reste donc une estimation de la société civile locale, non confirmée par les autorités sanitaires, et nous le tenons pour tel. Mais le silence des institutions face à une alerte de cette gravité est, lui, un fait. Un silence qui n'aide pas la confiance. Alors, accordons au gouvernement ce qui lui revient. Le Nord Kivu tient depuis 42 jours. Des malades guérissent et la reconnaissance publique de l'extension par le ministre vaut mieux qu'un déni. Reconnaître qu'une épidémie voyage, c'est déjà commencer à la suivre. Mais l'argent qui ne rejoint pas les primes, l'ambulance qui manque au moment de l'évacuation, le corps qui traverse une frontière provinciale malgré un arrêté, ce sont autant de mètres d'avance que le virus prend sur l'État. La vraie mesure de cette riposte se lira dans les jours qui viennent, dans le premier décaissement effectif vers ceux qui creusent, soignent et transportent, bien plus que dans le prochain communiqué. Merci, Adriana. Retenons ce soir 2 provinces de plus, une ville d'1 million d'âmes qui filtre ses entrées et 50 millions dont la trace reste à établir. L'épidémie avance sur les routes. La question est de savoir si les moyens empruntent les mêmes. Micheline, pendant que l'épidémie déborde les provinces, un autre débat cherche à empêcher qu'on touche à ce qui est censé être intouchable. Ce soir, la bataille de la Constitution se dédouble. D'un côté, un nouveau mouvement citoyen se dresse en gardien de l'article 220. De l'autre, le président du Sénat propose de refondre la place des provinces dans cette même réforme. 2 fronts, une seule constitution en jeu. Déroule-nous cela. Merci Imelda, et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Commençons par le fait le plus neuf. Le 30 juin dernier, jour du 66e anniversaire de notre indépendance, un mouvement a été porté sur les fonds baptismaux à Kinshasa. Son nom tient en un sigle, C220, et sa raison d'être en une phrase: empêcher toute révision qui toucherait à l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006. L'initiative vient de Maître Armand Lokeka Okito, coordonnateur national du courant pour le salut du peuple congolais. Fait notable,
il a choisi le format d'une adresse solennelle à la nation, ouverte et refermée par l'hymne national, un format habituellement réservé au chef de l'État. Pour saisir ce que porte ce mouvement, il faut savoir ce qu'est l'article 220. C'est le verrou de notre loi fondamentale. Il place hors d'atteinte de toute révision un noyau de principe, la forme républicaine de l'État, le suffrage universel, le nombre et la durée des mandats présidentiels, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique. Aucune majorité, aussi large soit-elle, ne peut y toucher. Voilà pourquoi, depuis que la révision est dans l'air, cet article est devenu le cœur de la bataille. Le C-220 soutient que la loi référendaire adoptée par l'Assemblée le 9 juin et par le Sénat le 15 juin, sous l'apparence d'une simple loi de procédure, vise en réalité à contourner ce verrou. Il cite à l'appui la jurisprudence du Bénin, du Niger et du Sénégal, ces pays où les juges ont barré la voûte à des révisions jugées attentatoires aux clauses intangibles. Le mouvement avance un second argument, plus rare. Adopter une constitution nouvelle à Kinshasa pendant qu'une partie du territoire échappe au contrôle de l'État reviendrait, selon lui, à laisser coexister deux ordres juridiques sur un même sol, ce qu'il appelle un siamois juridique, une brèche que des forces hostiles pourraient exploiter. Il invoque l'article 1er, celui qui proclame la République indivisible. Par honnêteté, notons que le récit du mouvement présente parfois un texte encore soumis au Sénat, alors qu'au 30 juin, la Chambre haute avait déjà voté depuis 2 semaines. Entre le récit militant et l'état réel de la procédure, l'écart existe, et nous le signalons. Ce nouveau front ne surgit pas dans le vide. Il rejoint une contestation déjà structurée, celle de la coalition Article 64, qui maintient sa marche pour le 22 juillet et pose ses conditions au dialogue engagé à Bujumbura. Le C-220 ajoute sa voix et son sigle à un combat que l'auditeur connaît déjà. Et pendant que ce mouvement veut verrouiller la Constitution, une autre voix, institutionnelle celle-là, veut la rouvrir sur un point précis. Ce mercredi 8 juillet, au 3e jour de la conférence des présidents du Sénat et des assemblées provinciales à Kinshasa, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a proposé d'inscrire dans la prochaine réforme un cadre formel de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Son constat est sévère pour la Constitution actuelle. 2 ans et demi après les élections, dit-il, les députés provinciaux ne sont toujours pas installés partout par la République, alors que c'est un droit constitutionnel, et leurs rémunérations même ne sont pas assurées. Sa formule résume la frustration des provinces. Ces élus votaient le même jour, dans les mêmes circonscriptions, parfois avec plus de voix que les députés nationaux, et pourtant marginalisés. Il faut mesurer le poids de ce que Sama Lukonde met sur la table. Les assemblées provinciales, additionnées, comptent plus d'élus que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Une force numérique qui cherche depuis des mois à peser sur le débat. Et c'est là que le calendrier interroge. Renforcer les provinces est un objectif que peu contesteraient. Mais cette proposition avance dans le même wagon que la réforme contre laquelle le C-220 se dresse et que la C-64 veut faire tomber dans la rue. Alors, ce cadre pour les provinces est-il une avancée qui voyage seule ou le wagon accroché à un train dont nos concitoyens attendent encore de connaître la destination réelle? Merci Micheline. Retenons ce soir 2 mouvements de sens contraires autour d'un même texte. Un mouvement citoyen qui veut sceller l'article 220 et un président de chambre qui veut y inscrire les provinces. Dans les 2 cas, c'est la même question qui affleure. Qui écrit la Constitution et pour qui? Des institutions qui délibèrent à Kinshasa, descendons vers les collines où l'on ne délibère pas, où l'on se protège. Car ce jeudi, une institution internationale a de nouveau parlé, pendant qu'à Fizi, on comptait de nouveaux blessés. Daniela, tu as regardé cette énième alerte des Nations Unies. Dis-nous surtout ce qu'elle produit, ou plutôt ce qu'elle ne produit pas. Merci Imelda. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Le fait d'abord, ce jeudi 9 juillet, depuis Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk,
a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats dans les territoires de Fizi et de Mwenga au sud Kivu, et particulièrement autour du village de Mulima les 4 et 5 juillet. Il dénonce l'usage de drones armés, d'artillerie lourde et d'armes explosives dans des zones peuplées. Il exhorte les forces armées congolaises et le M23 à cesser les hostilités. Il demande au Rwanda de mettre fin à son soutien au M23 et de retirer ses troupes. Voilà le communiqué. Retenez bien ces verbes. Préoccuper, exhorte, demande. Nous allons y revenir. Car pendant qu'on rédige ces mots à Genève, écoutons le terrain le même jour. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, rapporte que l'aviation rwandaise a de nouveau bombardé les agglomérations de Rugezi, Mulima, Point Zéro, Kazaroro, Bilalombili et Mikenge ce mercredi 8 juillet, causant d'énormes dégâts. Les déplacés qui commençaient à rentrer chez eux ont dû rebrousser chemin. Selon la nouvelle dynamique de la société civile de Fizi, un bombardement précédent à Mulima aurait fait environ 16 morts et 12 blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Ces bilans émanent d'autorités territoriales et de la société civile locale, et nous les rapportons comme tels. Maintenant, disons les choses franchement, parce que c'est notre devoir. Le travail de documentation du haut-commissaire compte, et personne de sérieux ne le nie. Mais regardons la mécanique de plus près. Depuis juin, ces institutions internationales enchaînent la même séquence. On constate, on déplore, on exhorte, on demande. Puis le lendemain, une autre agglomération est bombardée et on recommence. Le communiqué de ce jeudi ressemble presque phrase pour phrase à celui d'il y a un mois. Changez la date et le nom du village, le texte reste le même. À force de se répéter sans effet, l'alerte n'est plus un signal, elle devient une routine. Et une routine ne protège personne. Il faut aller au bout de cette vérité gênante. On demande au Rwanda de retirer ses troupes depuis des années. On appelle les deux parties à protéger les civils pendant que les civils enterrent leur nord. Surtout, il y a un texte qui n'est pas un simple communiqué. La résolution 2773 du Conseil de sécurité, prise en février 2025. Elle exige elle aussi ce retrait. 1 an et 5 mois plus tard, elle attend toujours son application. Le problème n'est donc pas l'absence de normes. La norme existe, elle est écrite, elle est votée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas acceptée par les agresseurs et il faut le déclarer, par le Rwanda qui mène toutes ces opérations. Entre le communiqué de Genève et la bombe qui tombe sur Point Zéro, il y a un fossé que 12 mois de déclaration n'ont pas comblé d'un seul centimètre. Alors, soyons justes jusqu'au bout. Une institution qui documente vaut mieux qu'une institution qui se tait. Et si le haut-commissaire cessait de parler, personne ne compterait plus les morts. Mais documenter n'est pas protéger. Pour les familles qui ont fui leur demeure cette semaine, un rapport de plus ne remplace ni un toit, ni un cessez-le-feu. La vraie mesure de l'engagement international ne se lira pas dans le prochain texte publié à Genève. Elle se lira le premier jour où une de ces exhortations produira, sur ces collines, un silence des armes que les habitants pourront enfin entendre. Merci Daniel. 1 an de rapport, une résolution qui dort et des bombes qui, elles, ne connaissent pas de retard. Cette distance entre la parole internationale et le terrain congolais, nous la retrouvons justement à New York, là où notre pays a décidé, ce mois-ci, de ne plus seulement subir cette parole, mais de la porter lui-même. Non sans paradoxe, car depuis le 1er juillet, la République démocratique du Congo préside le Conseil de sécurité des Nations unies. Une présidence tournante, un tour qui ne revenait plus à notre pays depuis 35 ans, depuis 1991. Et pour ce premier grand rendez-vous, ce mercredi 8 juillet à New York, c'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a présidé en personne un débat de haut niveau consacré aux violences sexuelles liées au conflit. Mais commençons par le paradoxe que nul dans les dépêches n'a osé nommer. La République démocratique du Congo préside ce débat et dans le même souffle,
la représentante spéciale du secrétaire général, Pramila Patten, a rappelé que notre pays figure parmi les 5 où l'ONU vérifie le plus de cas au monde, en 2e position, derrière la République centrafricaine. Le pays qui tient le marteau de la présidence est aussi l'un de ceux que l'on juge. C'est une position rare, et la chef du gouvernement a choisi de l'assumer plutôt que de la fuir. Elle a désigné ces violences pour ce qu'elles sont, non pas un dommage de guerre, mais une arme de guerre. Et elle a établi un lien direct entre ces crimes, l'occupation de zones de l'Est par des forces étrangères, dont le Rwanda nominant, et les économies illicites qui financent le conflit. Et le chiffre que Patten a posé devant le Conseil donne le vertige. Près de 10 000 cas de violences sexuelles liées au conflit vérifiés par l'ONU sur la seule année 2025. Très exactement 9 788, plus du double de l'année précédente. 9 victimes sur 10 sont des femmes et des filles. 1 cas sur 3 environ vise un enfant. Et derrière ces chiffres, une tare de notre chair, celle de l'Est. La première ministre a d'ailleurs porté à la tribune ce que peu regardent, le sort des enfants nés du viol, qu'elle a désigné comme des titulaires de droits à part entière. L'état civil, la nationalité, l'école, tout ce qu'une naissance dans la violence menace de leur refuser. Elle a cité les réponses congolaises, le Fonds national de réparation des victimes et les centres intégrés de prise en charge. Sur ce point, accordons à Kinshasa que porter cette cause depuis le fauteuil de la présidence, ce n'est pas rien. Reste la limite, et c'est notre propre ambassadeur qui l'a dite le plus crûment. Sur le plateau qui commentait la séance, Zenon Mukongo, représentant permanent de notre pays à New York, l'a reconnu sans détour. Présider le Conseil ne donne pas le pouvoir de faire appliquer ses décisions, car ce ne sont pas les Nations Unies qui sanctionnent les États, ce sont les États eux-mêmes. Il a même dit de la résolution 2773, celle qui exige le retrait rwandais, qu'elle est complète, mais qu'elle ne s'applique pas, freinée par ce qu'il a appelé les pesanteurs politiques. Voilà la vérité tenue par notre diplomate lui-même. Le Congo tient le marteau, mais le marteau ne frappe pas tout seul. La parole est montée plus haut qu'elle ne l'était depuis des décennies, et elle a raison de commencer par les victimes. Ce que cette présidence laissera à la nation ne se mesurera pas aux applaudissements de la salle du Conseil, mais à ce qu'une survivante de Fizi pourra ou non obtenir près de chez elle. Voilà pour les grands fronts de ce jeudi. Reste ce que la journée a produit ailleurs, dans les provinces sous occupation, dans les couloirs de l'administration et sur les tables de la diplomatie économique. Je vous emmène faire ce tour. 3 territoires d'abord, où la question est partout la même. Qui percevra l'argent des Congolais et au nom de quoi? Commençons dans le Nord Kivu, au sud du territoire de Lubero, où la rébellion de l'AFC M23 poursuit méthodiquement la construction de son pouvoir de fait. Réunis lundi 6 juillet à Kirumba, des chefs d'établissements scolaires affirment avoir reçu de nouvelles instructions pour la prochaine année scolaire. Les bulletins des écoles sous contrôle rebelle devraient désormais être imprimés à Goma, siège du mouvement, et les frais scolaires centralisés par son administration. Une nouvelle clé de répartition leur a été présentée, et c'est là que le vernis administratif se fissure. 70% pour la prime des enseignants, 20% pour les gestionnaires, 8% pour le fonctionnement et 2% pour l'AFC M23 elle-même. 2% prélevés sur l'écolage de chaque enfant du sud de Lubero. Hier, nous vous montrions comment le mouvement de Corneille Nangaa s'installait au sud Kivu en pouvoir de fait. Ce soir, la même main se referme sur les salles de place. Ce n'est plus seulement gouverner un territoire, c'est prélever sur lui. Sous couvert d'organiser l'école, on organise un impôt. Et les responsables craignent, sous anonymat, une hausse des charges pour les parents et la fin de la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par Kinshasa. Quand la rébellion imprime les bulletins et encaisse un pourcentage, la question n'est plus de savoir qui enseigne, mais qui demain tiendra le registre de nos enfants. De cet argent prélevé sans mandat, passons à celui que l'État verse à des agents qui n'existent pas. De retour d'une tournée menée du 3 au 7 juillet dans l'Équateur et le Maine-Dombé,
le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a restitué ce mercredi ses conclusions à Kinshasa. À Mbandaka comme à Inongo, il a remis au gouverneur les annuaires des fonctionnaires et annoncé vouloir bannir de l'administration ce qu'il appelle les nouvelles unités, ces agents intégrés hors cadre et hors budget, cœur des salaires versés à des effectifs non maîtrisés. Une donnée manque pourtant, et son absence parle. Ni le nombre d'agents fictifs identifiés, ni l'économie attendue pour le Trésor n'ont été rendus publics. Pour chaque franc versé à un agent qui n'existe pas, c'est un enseignant ou un infirmier réel qui attend son dû. Après l'Équateur et le Mendombe, le ministre annonce le Sankourou et le Maniema. De cette chasse aux effectifs fantômes, restons dans le combat pour la traçabilité de l'argent, mais à l'échelle internationale. Le ministère des Finances a annoncé ce mercredi 8 juillet l'intégration de la République démocratique du Congo au groupe Egmont, ce réseau qui relie les cellules de renseignement financier de plus de 170 États pour échanger sur les flux suspects. Concrètement, notre cellule nationale des renseignements financiers pourra désormais solliciter plus facilement des informations sur des comptes ou des transactions à l'étranger, ce qui touche directement les circuits alimentés par le trafic de minerais et les détournements de fonds publics. L'adhésion suit les recommandations du Fonds monétaire international, formulées lors de la 3e revue du programme le 26 juin. Un outil de crédibilité de plus, qui ne vaudra que par la volonté d'aller au bout des dossiers qu'il révèle. Ces 3 fronts refermés, tournons-nous vers l'État qui cherche à se réinscrire dans les grands cercles, africains comme bilatéraux. Passons à Addis Abeba, où notre pays a officiellement déposé ce mercredi son instrument d'adhésion au protocole relatif au Parlement panafricain, mettant fin à une procédure inachevée pendant 14 ans. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a expliqué le paradoxe. La République démocratique du Congo apparaît comme le 52e État à adhérer, alors qu'elle fut parmi les tout premiers à voter la loi d'adhésion. L'original de l'acte s'étant perdu après son dépôt. Pour un pays fondateur de l'organisation continentale, réparer un tel oubli n'est pas anodin, au moment où il réclame à l'Union africaine un engagement plus fort sur la guerre à l'Est. De cette réintégration continentale, glissons vers une voie de la société civile qui met en garde contre les recettes diplomatiques du moment. Restons sur le terrain diplomatique avec la nouvelle société civile congolaise, qui a réagi ce jeudi 9 juillet aux consultations menées à Bujumbura par le président burundais. Son coordonnateur national, Jonas Chiombela, juge insuffisante une démarche limitée aux seuls acteurs politiques et religieux. Sa formule tranche: l'inclusivité n'est pas une faveur, c'est une condition de légitimité. Il rappelle une évidence que 20 ans d'accords semblent avoir oubliée. Les recettes fondées sur l'intégration d'anciens groupes armés dans les institutions ont échoué à produire une paix durable. Il défend 4 piliers: la vérité, la justice, la réparation des victimes et les garanties de non-répétition, et réclame qu'on associe enfin la société civile laïque, les syndicats, les femmes, les jeunes et les victimes elles-mêmes. Des tables de dialogue à la coopération monétaire, la question de fond reste la même. Avec qui l'on construit et sur quelle base? 2 signaux économiques, enfin, où l'État cherche des partenaires pour stabiliser et pour faire fructifier ce que nous avons sous les pieds. À Luanda, la Banque centrale du Congo et la Banque nationale d'Angola ont signé ce mercredi un mémorandum d'entente, paraphé par les gouverneurs André Wameso Nkwaloloki et Manuel Antonio Thiago Diaz. L'accord instaure un cadre permanent de coopération sur les systèmes de paiement, la politique de change, la supervision bancaire et la lutte contre le blanchiment. 2 pays qui partagent plus de 2500 km de frontières et qui coordonnent leur politique monétaire, cela dépasse la technique bancaire. Pour le commerçant qui traverse la frontière sud, des paiements transfrontaliers facilités, c'est du concret. Ce rapprochement financier prolonge un rapprochement politique et sécuritaire déjà engagé entre Kinshasa et Luanda. De la stabilité monétaire, terminons par la richesse qui, elle, fait toujours débat, celle du sous-sol.
Terminons à la semaine minière de la RDC, où Glencore, l'un des plus grands opérateurs du pays, a réaffirmé son engagement pour une exploitation responsable. Sa représentante Marie-Chantal Kaninda, également présidente de Kamoto Copper Company, a estimé que le pays se trouve à un tournant historique de son industrie minière. La demande mondiale en cuivre et en cobalt ne cessant de croître avec la transition énergétique. Un cadre réglementaire stable a été réclamé pour encourager les investissements, une formule que nos concitoyens entendent depuis des décennies. Le cuivre et le cobalt sortent de notre terre. La question qui ne s'éteint jamais est de savoir quelle part de cette richesse reste dans les mains de ceux qui vivent au-dessus du gisement. De l'école prélevée au sous-sol convoité, une même ligne aura traversé ces brèves, celle de l'argent des Congolais et de la main qui le tient. Ce jeudi 9 juillet aura déposé beaucoup sur la table de la nation. Revenons sur l'essentiel avant de nous séparer. L'épidémie d'Ebola a changé de carte. Le ministre Roger Kamba a reconnu depuis Bunia l'entrée de la Tshopo et du Oiwele parmi les provinces touchées, avec 2 cas confirmés à Kisangani, dont l'un lié à Nyanya. Le bilan qu'il annonce, 600 morts et 750 guéris sur 1 759 cas, franchit la part des 600 décès, pendant qu'à l'Assemblée nationale, des comptes sur 50 millions de dollars, et qu'à l'OPA, la société civile évoque, sans confirmation, plus de 180 morts en un mois. Le Sud Kivu, lui, pourrait quitter la riposte. Un virus qui gagne d'un côté, puis reflue de l'autre, et un État qui court derrière ses propres moyens. Et puisqu'il faut, ce soir, offrir à cette actualité une pensée qui la dépasse, en voici une, née de cette édition même. Un danger ne demande jamais la permission de franchir une frontière. Il ne connaît que la vitesse de ceux qui le poursuivent. Le virus l'a montré aujourd'hui sur la route de Kisangani. Les bombes le montrent chaque jour sur les collines de Fizi, où l'on rédige des rapports plus vite qu'on ne protège des vies. Et la résolution qui dort depuis 1 an et 5 mois le rappelle jusque dans la salle du Conseil de sécurité que nous présidons. Partout, la même leçon. Ce qui protège une nation, ce n'est pas la parole qui constate le danger, c'est le geste qui arrive avant lui. Nous nous retrouverons demain à la même heure pour continuer de suivre, fait après fait, ce que devient notre pays. Que Dieu garde notre nation et qu'il veille sur chacun de vous, où que vous soyez. C'était Imelda pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.